Des amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Mon invité aujourd'hui est une personnalité mondialement connue. Officier de gendarmerie, colonel de réserve, ancien préfet, il est le fondateur et le premier commandant du GIGN, ainsi que du GSPR. En plus de ses fonctions qu'il a exercées, son sens du devoir, de la responsabilité et de l'engagement font de lui aujourd'hui encore plus un homme incontournable. Vous le voyez très régulièrement dans les médias. Ses explications claires et précises, ses prises de parole résonnent aujourd'hui alors que la France et le monde vivent des événements sociétaux violents, que ce soit concernant la guerre entre Israël et le Hamas ou tout simplement et avant tout la violence en France. Mon invité aujourd'hui a depuis sa retraite continué ses fonctions. Il possède sa propre structure, Groupe Christian Proutot. Il assure des missions confidentielles pour plusieurs États dans le monde et dans la formation des unités spéciales pour l'évaluation de la vulnérabilité de sites ou de zones sensibles et la conception de dispositifs techniques et tactiques pour leur mise en sécurité. Vous l'aurez reconnu, mon invité aujourd'hui est le colonel Christian Proutot. Christian Proutot, mon colonel, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu et merci d'avoir accepté de discuter quelques minutes avec moi. Merci à vous d'avoir, disons, initié cet échange. Merci infiniment. Je voudrais commencer par une citation de l'écrivain canadien Denis Gagnon, qui souligne « Ne cherchons pas à être l'exemple, soyons le devoir, j'essaie de l'être ». Et vous, mon colonel, pour vous présenter, qui êtes-vous ? Je suis quelqu'un qui est issu d'abord d'une famille de militaires et de gendarmes en particulier, et j'ai toujours eu le sentiment que, à travers l'exemple de mon père, il était important dans ce que l'on fait quand on est de passage, de faire quelque chose qui a du sens par rapport à la liberté que l'on a, comment on l'a obtenue, quels sont les gens qui se sont sacrifiés pour nous, donc le service de l'État. Et cette notion du service de l'État a été ce qui a guidé ma vie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout simplement, selon vous, pour vous, quelle est votre plus belle qualité ? Je pense que c'est avant tout la détermination dans ce que j'entreprends. Je crois que c'est important quand on s'engage quelque part, lorsqu'on choisit une route, c'est d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la fin de cette route. Voilà. Si je me retourne, il y a pas mal de kilomètres parcourus, il n'en reste plus beaucoup, mais j'espère être encore utile sur ces quelques kilomètres qui restent. La détermination, l'engagement, nous allons reparler de ces magnifiques concepts, qui plus est aujourd'hui pour la jeunesse. Et nous allons fêter les 50 ans de la création du GIGN, et vous avez le dessinateur Poma, vous avez publié il y a quelques semaines GIGN, donc toute la fondation, et puis toute votre aventure aussi, puisque vous retrace toute votre aventure. Mon colonel, vous êtes un grand spécialiste de la sécurité. Quelle définition donnez-vous aujourd'hui de la sécurité? Est-elle la même hier qu'aujourd'hui? Alors la sécurité, il faut bien se dire que ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on ne peut pas vivre en permanence dans une cage ou avec le sentiment qu'on va pouvoir être agressé. Donc si cette sécurité ou cette notion de sécurité telle qu'elle est indispensable pour vivre libre, parce que dans le fond la notion de liberté, c'est aussi de ne pas avoir la possibilité d'être agressé ou d'être en insécurité. Et c'est le rôle de l'État d'assurer cela. Mais considérer que c'est une valeur absolue et qu'on ne peut pas vivre sans sécurité, je crois qu'il est important aussi de se dire que cette sécurité, elle nous appartient aussi dans la manière dont on agit, on se conduit, et qu'attendre tout de la sécurité, c'est soi-même s'enfermer. Et je pense que ça, c'est le pire qui puisse arriver. Donc il faut avoir, l'État a son rôle dans la sécurité, nous-mêmes, nous devons
faire en sorte de ne pas nous rendre vulnérables, et puis avec ça, se dire que c'est pas une valeur absolue, que c'est pas une fin en soi, qu'il peut arriver quelque chose, parce que la sécurité, c'est pas simplement à travers ce que l'on entend sur la situation internationale, et du moins les scories que nous avons en périphérie, qui sont le terrorisme ou les agressions qu'il pourrait y avoir. Ça peut être n'importe quoi, la manière dont on conduit sur la route, le fait de bricoler dans des conditions qui ne sont pas à son niveau, sur une échelle qui ne tient pas bien. Vous voyez, tout un tas de choses qui font que la vie est un bien précieux mais fragile. Un bien précieux et fragile. Mon colonel, à quel moment dans l'histoire avons-nous commencé à parler de sécurité? Quelle a été... parce que si on parle de sécurité, c'est il y a un moment on a parlé d'une certaine manière d'insécurité, de violence, de... Mais je crois qu'il y a eu une époque où on s'en préoccupait peu, parce que la sécurité, c'était d'abord protéger la nation, et on a eu malheureusement de très gros conflits qui ont fait que le prix qu'il a fallu payer pour ne serait-ce qu'à avoir son propre pays, qui ne soit pas envahi, donc sans faire allusion à quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est notre histoire, et nos monuments aux morts sont remplis de ces gens qui ont accepté tout d'un coup, au prix de leur vie, de défendre ce pays. Et là, cette sécurité, elle était globale, ou cette insécurité, elle était globale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après, je dirais, la décolonisation, et également les scories de décolonisation, ce qu'elle a entraîné, il y a eu un aspect géopolitique qui est mondial, et cet aspect géopolitique, honnêtement, par les pays que nous considérions comme libres, ce qu'on a appelé le monde libre d'ailleurs, en opposition avec l'ex-URSS, notre vision du monde, elle a été dans le fond assez manichéenne. Le bien était de notre côté, et forcément ce qui n'était pas bien, pour ne pas dire le mal, était de l'autre côté. Et la géopolitique telle qu'elle a été conduite a été mal conduite. Là, c'est l'homme d'expérience, pour ne pas dire le vieux monsieur qui parle. Elle a été tellement mal conduite qu'on a voulu imposer des codes qui étaient les nôtres, en essayant de mettre de l'ordre. Et puis quand on réalisait qu'on n'y arrivait pas, on s'en allait. Donc en laissant le désordre, en voulant mettre de l'ordre, ce qui est quand même un comble. Et qu'à ce moment-là, si je veux exprimer ainsi, ces pays qu'on a déstabilisés se sont invités chez nous pour nous demander des comptes. Et c'est ce qu'on a appelé le terrorisme. Toujours terrorisé même si ça a toujours existé. Hein. Mais bon. Ah oui, ça a toujours. Oui, le terrorisme n'est pas quelque chose de nouveau. Mais même par rapport. Vous êtes quelqu'un de jeune, et tous les gens qui vous écoutent, je pense également. Et on a toujours l'impression qu'on vit quelque chose de nouveau. Mais quand vous réfléchissez bien, ne serait-ce que quand j'ai créé le GIGN, donc il y a 50 ans, ou le rappeliez, eh bien, le GIGN n'a pas été créé simplement pour que je puisse faire joujou avec une belle équipe, avec des hommes extraordinaires. Ça correspondait à une problématique qu'il fallait résoudre. Et cette problématique, elle correspondait à quoi? À des situations qui avaient été créées par notre géopolitique mal foutraillée, et qui nous revenaient en boomerang dans la figure, parce que, même si c'était des minorités, même si c'est avec des méthodes que l'on conteste et que je conteste, qui sont pas supportables, puisque on veut exprimer sa vision du monde ou ses propres problèmes en tuant les autres, donc en faisant des actions suffisamment violentes pour être remarquées. Et bien, à ce moment-là, on s'est retrouvé d'abord avec des détournements d'avions. Je voudrais rappeler qu'en 69, 70, dans les années 70, il y avait à peu près 50 à 60 détournements d'avions par an. C'est quelque chose qui est passé loin derrière. Et puis après, il y a eu des attentats, il y a eu des prises d'otages, il y a eu Munich. Et là, tout d'un coup, on a pris conscience qu'on était responsable indirectement de quelque chose, et qu'il fallait d'abord s'en protéger. Et malheureusement, la manière de pouvoir arrêter tout ça était d'avoir une autre géopolitique, et que ce soit les États-Unis, qui ont été pendant un moment prétendument
les leaders du monde occidental, avaient toujours leur vision de la liberté qui était par rapport à la leur. Donc, nous servons de tampon, l'Europe en particulier, entre les deux. Lorsqu'il y a eu cette grosse déstabilisation sur le Moyen-Orient, malheureusement, ce que vivaient au quotidien les gens qui se retrouvaient dans ces situations, que ce soit en Irak, que ce soit en Iran, que ce soit en Palestine ou au Proche-Orient ou ailleurs, eh bien, à un moment, certains groupes voulaient essayer de nous expliquer qu'il se passait quelque chose là-bas, que peut-être on pourrait voir ce qui s'y passe, si on ne pouvait pas réagir autrement. Et que cherche à montrer, et là je fais un pas dans l'histoire puisque je reviens aujourd'hui, mais que cherche aujourd'hui à démontrer ou à montrer la violence? La violence, c'est une arme qu'on trouve tous regrettable, bien évidemment. On préférerait le dialogue, Oui. et également que la démocratie, puisque c'est le terme phare, puisse s'installer dans certains pays. Mais est-ce que dans les pays en développement, ou en voie de développement, nos principes démocratiques tels qu'on les entend font appel à une certaine maturité? On le voit ne serait-ce que par rapport à notre histoire. Hein. Oui, oui, c'est ça. On peut donner des leçons à tout le monde, on ne peut pas dire, même par rapport aux religions. Oui. On a connu des guerres de religion, alors tout le monde va dire, oui, mais Proto, il raconte n'importe quoi. C'était quand? Ah ben, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, dans le fond. Oui. Et même si on ramène à une notion de religion qui nous semble importante, à contrario par rapport à d'autres pays qui ont la vision du religieux complètement différente, vous prenez ne serait-ce que la laïcité, c'est récent. Oui. C'est 1900. Les grands combats pour la laïcité, en particulier en opposition avec la religion qui était majoritaire en France à ce moment-là, qui était la religion catholique, avec beaucoup de problèmes. Je rappelle que dans les prétoires, à un moment de tribunaux, il y avait la croix derrière le président. Donc tout ça nous paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. Et s'étonner tout d'un coup que d'autres phénomènes religieux puissent intervenir avec des choses qui maintenant sont relativement éloignées, puisque je crois que, d'après les chiffres que l'on a, le catholique pratiquant, disons, représente à peu près 9% de la population française. Oui. Donc on peut crier à tout va, oui, mais nous sommes judéo-chrétiens, donc l'origine, on est construit de manière judéo-chrétienne. Bon, la religion n'est plus l'alpha et l'oméga du fonctionnement. Et c'est du quant à soi, ce que je trouve, ça devrait le rester d'ailleurs. Alors, ne pas avoir compris qu'à partir du moment où il n'y avait pas d'État, le religieux pouvait avoir une certaine prédominance, c'est à mon avis une faute politique énorme, et puis surtout une incompréhension de l'autre, qui fait que cette incompréhension, à un moment, comme dans tous les mouvements qui à un moment veulent changer les choses, la partie, disons, révolutionnaire, que l'on qualifie, quand elle ne nous plaît pas, de terrorisme. Ah ouais, c'est ça. Je comprends. Mais oui, à un moment, on est toujours le terroriste de quelqu'un. Hein. Oui. Jusqu'à ce qu'on ait, entre guillemets, pris le pouvoir, ou du moins les idées que l'on défendait, quand on était minoritaire, soient devenues majoritaires. Bon, je sais que ça ne va pas forcément plaire, ce que je dis, mais c'est une réalité. On a toujours, à un moment, des gens qui, tout d'un coup, ébranlent les choses. Et à la suite de ce mouvement, il se passe des choses qui font qu'ils sont devenus des héros, alors qu'ils étaient des terroristes. Mais alors, pour reprendre, je ne trouve pas suivant ce que vous dites, mon colonel, mais pour reprendre Plaute, qui lui-même a été repris par Hobbes, l'homme, aujourd'hui, est-il encore un loup pour l'homme? Non, mais l'homme, il l'est toujours, de toute façon. Il l'est toujours, et il est toujours, d'abord, parce qu'il y a quelque chose qui devient assez détestable en ce moment, et qui, moi, ne me convient pas du tout, et heureusement, je ne suis pas le seul auquel ça ne convient pas, c'est de penser que le mal vient de l'autre, de la différence. Et ça, je ne supporte pas. On est tous
en supposant que certains croient, au moins les enfants d'une entité qui nous transcende, qui a créé la vie. Et cette vie, elle est diverse dans son aspect par rapport à l'être humain. Elle est diverse dans son aspect extérieur. On se ressemble. Aucun d'entre nous, en dehors de certains jumeaux, ou du moins sosies, ne se ressemble. On a tous notre différence. Et c'est cette différence qui fait la richesse. C'est ça. Et considérer que cette différence, ce qui est devenu une sorte de politique insupportable, considérer que cette différence est un danger pour celui qui considère que lui, il est essentiel et meilleur que l'autre, c'est insupportable. Et ça, j'ai du mal à penser qu'on en soit arrivé là, alors que, lorsqu'ont été finis les grands conflits que j'évoquais tout à l'heure, on aurait pu espérer, en plus avec la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, on aurait pu espérer de voir autre chose, restons du côté du monde occidental, qu'une invasion de la Russie en Ukraine, ou ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà, tout ça, alors pour en revenir à votre citation, qui était le point de départ de mes digressions, l'homme est toujours un loup pour l'homme, tant qu'on considérera que celui qui est en face de soi n'est pas votre égal et ne vous ressemble pas. Oui, oui, ça, mais alors, est-ce que, mon colonel, permettez-moi une nouvelle citation de Max Weber, qui souligne que l'État est ce qui détient le monopole de la violence légitime. À quel moment peut-on parler et utiliser cette expression violence légitime? La violence légitime, et là c'est l'ancien gendarme qui parle, et puis j'ai fait du maintien de l'ordre avant d'être préfet et avant d'avoir créé le GIGN, elle est juste en fonction, et c'est cette notion de violence légitime, elle est en fonction, elle ne peut exister que dans un pays démocratique. Oui. Voilà. Alors, parce que sinon, on se retrouve en situation d'un État qui n'étant pas démocratique, utilise la violence pour éviter des élections. C'est ça. Pour avoir des élections à 99,9%, qui, je crois, est le résultat des dernières élections en Corée du Nord. Mais bon, simplement qu'à partir du moment où vous êtes dans un État démocratique, avec des gens qui vous élisent, vous êtes minoritaire et vous ne pouvez pas utiliser la violence pour tout d'un coup faire valoir vos droits. Puisqu'il y a eu une élection, il suffisait d'aller voter pour exprimer qu'on était d'accord ou pas d'accord et que le candidat qu'on voulait mettre était... Alors bien évidemment, on peut toujours dire que ce n'est pas le candidat pour lequel on avait voté qui est en place. Mais c'est le principe majoritaire qui compte. Et pour revenir à votre phrase, ensuite, au niveau de la manière dont s'exerce l'État, j'allais dire par délégation, oui, avec les gens pour lesquels vous avez voté, vote des lois, et tout d'un coup, venez dire ou nous expliquer qu'il y a une désobéissance civique, c'est une aberration, ne serait-ce que par le fait qu'on est en démocratie. Ou alors c'est nier que le régime dans lequel on se trouve, on est en démocratie. Et déstabiliser quelque chose qui a été démocratiquement mis en place par des moyens du type manifestation qui sont inscrits dans le droit, oui, c'est ça, amène l'État tout d'un coup à faire valoir ce principe qui est le principe majoritaire en utilisant des unités spéciales de maintien de l'ordre et détenir à ce moment-là la violence légitime parce que ceux qui vous affrontent, eux, considèrent qu'ils sont violents parce que c'est tout juste, ils ne disent pas que c'est une imposture. Donc il faut une sorte de manière d'exprimer qu'eux, ils ont le droit, mais surtout, on n'a pas le droit, l'État n'a pas le droit de faire cesser le trouble qu'ils mettent en place, puisqu'eux, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Oui, voilà. Mon colonel, donc vous avez fondé il y a bientôt 50 ans le GIGN pour la sécurité, pour la protection de l'homme, avec un grand H. Protéger l'homme, est-ce restreindre sa liberté? Alors, ça, c'est une question très compliquée, parce que effectivement, à partir du moment où on veut le protéger contre
contre tout, ne serait-ce que prenez par exemple le principe de précaution, qui est pour moi, je vais faire hurler, un principe parfaitement imbécile. Au nom du principe de précaution, un chirurgien, il ne va pas commencer à vous ouvrir. Oui. Parce que, est-ce qu'il est sûr de réussir? Voilà, vous voyez? Alors maintenant, on amène à faire remplir des papiers à des gens qui sont à demi conscients pour éviter tout d'un coup que ce sacro-saint principe de précaution puisse se retourner contre quelqu'un qui était animé à travers son expérience, à travers du désir de vous sauver. Alors, bon, j'ai pris cet exemple, mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Le principe de précaution c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que on veut faire croire à tout le monde qu'il y a une solution à leurs problèmes, en particulier par rapport aux risques qu'ils peuvent encourir, et que l'État, à chaque fois, devra rendre des comptes. Et ça me paraît difficile dans la mesure où, on le voit par exemple, les gens vont se battre pour construire dans un endroit qu'ils savent inondable. On leur a expliqué que l'inondation était centennale, donc ils se disent après tout, mais le centennal, on ne sait pas quand il débute. Donc ils sont peut-être au 365e jour des 100 ans préconisés avant pour leur vendre le terrain. Et à ce moment-là, ils vont demander des comptes, parce que leur maison était sous l'eau. Et il y a cette notion de risque qui est inhérente au fait d'exister. Il peut y avoir, on le voit avec l'apparition du dernier Astérix, qui avait peur que le ciel leur tombe sur la tête. Bon, mais ça peut toujours tomber quelque part. À un moment, il y a quelque chose contre lequel on ne peut pas protéger tout le monde. Et à force, et c'est là où on doit répondre à votre question quand même, malgré toutes mes digressions, à force de demander plus pour être protégé, on fait un empilage de millefeuilles qui amène à ce qu'on construit soi-même sa propre prison, qui est la protection que l'on demande pour être libre, ce qui est quand même le pire des paradoxes. Oui, mais alors, mon colonel, vous êtes un spécialiste de la prise de risque. À quel moment prenons-nous un risque et finalement, prendre un risque, n'est-ce pas d'une certaine manière avoir ou exercer cet instinct de survie? Mais prendre un risque, c'est se lever le matin, déjà, c'est oser. Parce que sinon, il faut rester chez soi, et encore, c'est même pas sûr qu'en restant chez soi, on n'encourt aucun risque. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques. Mais sans vouloir m'en tirer par une pirouette, je crois qu'il ne faut pas confondre la notion de risque et le fait d'oser. Puisque oser, c'est d'une certaine manière prendre des risques professionnels, physiques, etc. Le risque est une valeur enfin, une valeur, c'est pas une valeur, c'est un élément qui est pas au départ complètement prévisible. On ne peut pas tout prévoir. Oui. Par contre, ne pas oser, c'est se mettre par rapport à un risque potentiel dans une situation où on n'avance plus, on s'enferme sur soi. Oui. Donc la prise de risque en elle-même, qui est quelque chose qui me semble essentiel dans une vie, elle est avant tout sur oser, sur la manière d'avancer. Se dire, je vais avancer, et c'est en avançant déjà une prise de risque. Sinon, on reste dans son petit confort, on fait quelque chose où il n'y a pas de... Et l'avenir, on le sait à ce moment-là, son avenir est d'une certaine manière limité. Et on revient à votre question. Demander de plus en plus d'être protégé du risque, c'est, je me répète, s'enfermer, créer sa propre prison par rapport aux mesures que l'on demande à l'État et lesquelles mesures vous enferment progressivement à travers le millefeuille administratif sur tout un tas de choses qui sont mises en place pour éventuellement quelque chose qui pourrait arriver, mais que l'on exige à un moment parce qu'il y a une situation particulière, qu'elle soit mise en place. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, eh bien,
l'espace de liberté C'est ça. se rétrécit. Et on arrive à ce paradoxe que, alors qu'il faudrait oser, donc être dans un espace ouvert, la notion de prise de risque et de protection de risque que l'on demande à nos gouvernants nous met dans un entonnoir dans lequel l'espace pour oser est de plus en plus réduit. Alors, mon colonel, vous faites le lien entre avec ma prochaine et sans doute dernière question, j'en aurai quand même cependant encore une. La devise du GIGN, s'engager pour la vie. Aujourd'hui, avec les milliers de jeunes qui vous écoutent à travers le média Devenir pour agir, quelle est la force de l'engagement? Pourquoi faut-il aujourd'hui s'engager et que risque-t-on à s'engager? La seule chose que l'on risque, je vais prendre la question à l'envers, que risque-t-on à s'engager? Rien d'autre que d'être plus grand. Et ça, je crois que c'est important, ne serait-ce que par rapport à soi. Ne demandez pas aux autres de vous aider pour gravir. Vous avez en vous une partie de vous qui va vous permettre de grandir. Et ça ne peut être qu'en s'engageant. Et moi, je crois énormément à la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est notre avenir. Nous, on est derrière. Alors, bien sûr, si je me retourne, j'ai mon avenir dans le dos, c'est normal, c'est la blague de Pierre Dac, mais on a son avenir devant soi, mais si on se retourne, on l'a dans le dos. Mais quand on a un certain âge, on sait que l'avenir, ce sont ceux que l'on a bien formés, on l'espère, et ceux auxquels on a donné envie d'agir. Et j'ai quelque chose à dire à la jeunesse. Demain, c'est vous qui le construisez. Et déjà aujourd'hui, vous commencez aujourd'hui. Donc, il faut agir, et il faut oser, et il faut entreprendre. C'est superbe. Et mon colonel, ma dernière question, quel regard, une question sociétale, quel regard aujourd'hui avez-vous sur le monde, et plus particulièrement, quel regard aujourd'hui avez-vous sur la France? Sur la France. Moi, j'ai le regard sur le monde, je suis un peu déçu. Je suis, vu mon âge, j'ai pensé, et je le disais tout à l'heure, que lorsque le mur de Berlin est tombé, eh bien, ça a été pour moi, comme beaucoup de gens, quelque chose d'extraordinaire. On avait l'impression que la guerre froide s'arrêtait, et surtout cette notion imbécile d'un mur qui sépare, en tombant, a fait un fracas énorme à ce moment-là. Et tout d'un coup, on a vu d'autres murs se reconstruire après. D'abord par rapport à la peur de l'autre, cette espèce de peur sourde qui est entretenue politiquement, et que je déteste, sur le fait qu'on est envahi. Ah bon? On est envahi, mais les Visigoths, les Ostrogoths, c'était quoi? C'était ce brassage de population, il existe depuis la nuit des temps. Et sans aller jusqu'à la nuit des temps, puisqu'on sait très bien que nos ancêtres, certains venaient d'Afrique, dans tout ce qui est la préhistoire, on retrouve des traces de l'Homo sapiens qui ne vient pas forcément que d'ici. Et cette préhistoire, dans le temps de notre planète, eh bien, c'est quoi? C'est une fraction de seconde. Sur 4 milliards et quelques d'années, c'est pas grand-chose. Je crois qu'on en est à 200 millions, donc ça fait pas énorme. Alors, par rapport à votre question, s'agissant du monde, je suis triste que, lorsque j'ai créé le GIGN, je pensais que c'est une unité qui servirait pas longtemps, parce que elle répondait à un problème de circonstances, et ça fait 50 ans. Alors ça fait déjà beaucoup. Alors ça, déjà, ça me déçoit. J'ai l'impression que ce monde ne va pas trop bien, et qu'il faudra avoir une autre approche qu'une approche, on évoquait le géopolitique, qu'une approche qui soit tournée vers l'intérêt de chacun, non pas global. La planète, c'est ce que nous disent les astronomes,
ou les astronautes, quand ils sont dans la station spatiale, c'est une toute petite planète bleue, et elle paraît si fragile. Et j'arrive pas à comprendre qu'on se batte encore. Bon, tout le monde va dire ce qu'on dit souvent de moi, que je suis un idéaliste incorrigible, mais c'est vrai. Ça, c'est le problème. Et pour notre pays, cette peur de l'autre me gêne énormément, parce que je crois qu'on est plus grand dans la différence. Merci infiniment, mon colonel. Merci de m'avoir consacré de votre temps. Merci pour la profondeur de vos propos. Et je voudrais terminer par une citation du philosophe Auguste Comte, qui, à mon sens, incarne tout ce que vous avez fait, et particulièrement avec la fondation du GIGN. Et je le cite: « Nul ne possède d'autre droit que celui de toujours faire son devoir. » Merci d'avoir et de nous avoir montré l'exemple du devoir pour la jeunesse aujourd'hui. Merci d'avoir incarné ce devoir. Merci pour tout ce que vous faites pour la France et le monde. Je vous en remercie, et c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez permis de le partager, ce point de vue qui me semble important sur la notion de servir. Merci beaucoup, et les amis, je vous invite vraiment à vous procurer cette belle BD, cette histoire du GIGN. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci.